au salon des thérapies, Vraiment, ça vaut le présence coup. de Gaël Sur Roé. Orléans, mais apparemment, Vous venez donc de loin. de Perpignan. elle est vraiment top. Et donc, on a décidé de voir un peu ce qui est sur votre travail. Comment vous définiriez votre activité? Mon activité, je travaille sur la mémoire cellulaire, c'est le thème principal. Oui. Mais j'ai développé pour ça une technique d'hypnose qui passe par le mouvement. Les personnes marchent et la mémoire cellulaire, c'est peut-être C'est de la kiné-hypnose. si vous voulez, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que c'est pas une hypnose allongée, c'est une hypnose qui passe par le mouvement et par certaines perceptions qui vont me permettre justement de me connecter plus facilement en fait, à la personne au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'elle peut vivre pour pouvoir l'aider à rentrer plus facilement dans la transe. Alors, quel est l'intérêt d'être connecté avec sa mémoire cellulaire? Alors l'intérêt est multiple. Dans un premier temps, c'est parce que dans la mémoire cellulaire, on a justement tous les traumas, tous les traumatismes, tous les événements du passé. Et le fait d'aller retrouver ces événements-là, ça va permettre de les libérer. Parce que ce sont des événements, On en prend conscience. on en prend conscience. Et cette prise de conscience va permettre dans la vie ensuite, parce qu'en fait, je dois vous expliquer la loi de résonance à ce moment-là. Allez-y, monsieur, oui. Un traumatisme, nous vivons, va se vivre en résonance. C'est-à-dire que la mémoire de la cellule va se vivre en résonance. Ça veut dire que dans notre vie, on va avoir des schémas de pensée, des schémas de croyances qui vont faire qu'on va s'attirer à nous un certain nombre d'événements. Et donc, il en dépend de notre avenir. Donc, ou de notre déprogrammer un santé. petit peu. Et donc, l'idée, c'est de déprogrammer. Donc, à partir de là, on va amener la personne à prendre conscience. Et vous me direz, oui, mais prendre conscience, je prends conscience d'un problème et ça ne le libère pas forcément. Oui. Mais quand je parle de prendre conscience, c'est sur 4 dimensions de la conscience. On a la conscience au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau corporel, physique, et au niveau mental, spirituel. Et j'ai remarqué que ces 4 consciences, une fois libérées par rapport à une problématique, par rapport à une blessure fondamentale, permettent de libérer totalement la personne de l'emprise des émotions et des énergies sur les souvenirs et sur la mémoire. Alors finalement, elle va être déprogrammée. Alors finalement, elle sera en quelque sorte vide, elle sera vidée. Alors comment elle va se reconstruire alors finalement? La personne, Oui. après, Quand la ce personne qu'on va se appelle la reconstruire, reprogrammation. elle se libère de sa nombre de programmation. Justement, ce qui m'intéresse, au départ, j'avais fait un bac cinéma et je me destinais au cinéma. J'aime beaucoup tout ce qui est lié, je fais du théâtre, d'études, de la musique. Scénario. J'adore tout ce qui est lié au scénario, aux histoires. Et les chercheurs américains ont trouvé que le meilleur moyen de résoudre un traumatisme, c'est de replacer l'événement traumatisant dans une narration qui fait sens. Et dans ce sens, ma vocation première pour tout ce qui est cinéma, histoire et dramaturgie m'amène justement à utiliser en fait ces compétences dans mon cabinet pour aider les personnes ensuite à réécrire, à reprendre en main le scénario de leur propre vie et trouver un sens. Donc effectivement, vous devez composer quelque chose. Oui. Composer avec tous les éléments, vous devez composer une Comme des histoire. pièces de puzzle. Et une on histoire remet qui les fait pièces. sens, mais qui n'est pas forcément la vraie histoire. C'est une histoire un peu mythique. Qu'est-ce que c'est que la vraie histoire? Oui, ça sera un autre débat sur ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, mais je pense que chacun, pour résumer ma pensée, je pense que chacun a sa propre vérité et que même face à un événement, quand on parle d'un traumatisme, n'importe quel événement peut être traumatisant pour une personne parce qu'on n'a pas le même vécu et la même façon de voir. Et selon votre grille de lecture, quelque chose qui sera traumatisant pour vous, le même événement ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. À partir de là, c'est la vérité intérieure de la personne ou c'est la grille de lecture qu'elle prend à un moment donné. Mais encore une fois, toutes ces vérités, toutes ces consciences-là sont un peu comme des béquilles qui permettent d'avancer, qui permettent d'avoir des repères et qui doivent à un moment donné aussi être laissées pour trouver d'autres béquilles ou pour trouver la résonance intérieure de cette béquille pour pouvoir être... Alors, vous pensez que la plupart des gens, évidemment je pose une question un peu idiote, mais les personnes en général, elles se débrouillent comment? C'est-à-dire Les gens qui passent pas par là. La personne qui ne fait pas appel à vos services, comment elle arrive quand même à gérer ses mémoires cellulaires et à construire son histoire. Elle le fait, et les gens le font presque spontanément, je suppose. Voilà, il y a aussi différentes thérapies qui permettent ça, mais
encore une fois, oui, ça se fait spontanément. Et ce qui me parle vraiment, et c'est un conseil que je donne d'ailleurs aux personnes qui viennent me voir en auto-travail, pour être autonome dans ce travail-là, c'est de regarder des films, de regarder des séries télé, de lire des livres, d'aller au théâtre, d'être confronté à des histoires. Parce que quand on est confronté à une histoire, on va toujours être attiré inconsciemment par une histoire ou par une autre histoire. En effet. Et le drama, la dramaturgie qui se joue sur l'écran ou sur le livre qui est raconté, ça résonne en général avec un drama. Donc, drama, ça vient du grec qui veut dire mouvement, c'est le mouvement intérieur des émotions. Le drama et le trauma. Oui, et le drama, et si on prend d'ailleurs, en parlant de ça, le dharma chez les hindous, Drama, karma. n'allons pas trop loin non plus, mais oui, en langage des oiseaux, on pourrait justement regarder. Ça, c'est du mal, oui. Mais quand on parle du coup de ce drama, ce sont toutes ces émotions qui se jouent en nous et qui racontent des histoires. Donc vous demandez aux gens de repérer des histoires qui leur parlent. De repérer les histoires au fond d'eux, mais pas que intellectuellement. C'est-à-dire que le théâtre, par exemple, est un outil fabuleux pour ça. Oui. Parce que si vous regardez un film, s'il y a une scène qui vous touche particulièrement, que vous pleuriez dans la scène ou que vous soyez en colère, vous remarquerez que la personne à côté de vous n'a pas forcément les mêmes réactions émotionnelles que vous. Cette scène vous touche. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas le personnage fictif du film, vous partagez avec ce personnage un vécu. Il y a une identification. Il y a cette identification. Et à partir de ce moment-là, pour faire cette libération, ce que je conseille, c'est de s'enfermer peut-être 15 minutes dans une chambre ou un petit peu plus, et d'accepter d'être pleinement ce personnage, et d'accepter de laisser remonter toutes les émotions du vécu de ce personnage. Et ça permet ensuite d'y voir plus clair, tout en faisant le discernement. C'est du théâtre, je ne suis pas ce personnage, mais le vécu de ce personnage, ça fait partie de ce que j'ai pu vivre. J'ai deux questions. Alors, une première question, pour revenir à la question de cette hypnose par le mouvement, comment ça fonctionne. Et deuxième question, ces mémoires cellulaires, elles viennent d'où? Comment elles sont engrammées en nous? C'est karmique, c'est quoi? Deux questions excellentes. Il y a une partie karmique. J'étais très fermé à la notion de vie antérieure avant d'être confronté justement à des manifestations de vie antérieure. Donc j'ai fini par accepter cette hypothèse qui pour moi est une hypothèse qui est tout à fait viable parce qu'elle permet en tout cas d'expliquer et de comprendre et de libérer un certain nombre de choses. Donc pour moi, il y a toute une troupe de comédiens qui se connaissent plus ou moins, qui font différentes pièces de théâtre qu'on appelle des vies. Et il y a trois choses différentes. Il y a le scénario qui est coécrit par tous les comédiens, l'attirance des comédiens par besoin ou par envie pour aller dans une pièce. C'est comme ça qu'on se décide à s'incarner et comme on décide à choisir une certaine type de vie. Et pour moi, toutes ces pièces de théâtre... C'est des programmes oui, qui proposent. C'est ça. Et parce que le théâtre de la Terre ou de l'incarnation, que ce soit sur Terre ou ailleurs, le théâtre de l'incarnation est le meilleur lieu dans la matière pour vivre le drama. Donc pour pouvoir se libérer de toutes ces émotions, de toutes ces choses-là, pour pouvoir ensuite aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, on a donc le scénario, le comédien qui doit oublier qu'il est comédien et qu'il connaît le scénario pour pouvoir incarner pleinement le personnage. Et le personnage, quand il a vécu un certain nombre d'expériences et qu'il arrive à une forme d'éveil, qui doit avoir conscience qu'en même temps qu'être personnage, il est comédien et qu'il est co-scénariste. Comme vous dites, il y a un moment donné où on oublie tout ça. Oui, en général à la naissance. On oublie ce qu'on a décidé, on a oublié comment on s'est mis à vouloir ce type de vie. Pour pouvoir vivre pleinement l'incarnation. Parce que si on s'en souvenait, alors vous finalement... Imaginez que vous jouiez avec... Vous êtes dans l'anamnèse, c'est-à-dire que vous... À un moment donné, quand même, il vaut mieux quand même prendre connaissance de ces programmes qu'on a mis en place, mais peut-être pas tout de suite, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être confronté à un certain nombre d'expériences qui sont liées à ce qui est en nous. Admettons, vous avez un enfant, vous dites à l'enfant ne mets pas la main sur le poêle sans lui expliquer pourquoi, ou même si vous lui dites ça brûle, il ne sait pas ce que c'est que brûler. À un moment donné, il va finir de toute manière par mettre la main sur le poêle et ça lui évitera de se brûler quand il y aura un feu de cheminée en mettant la main dans le feu ou en faisant quelque chose. C'est une forme de vaccin dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument vivre avec une très grande intensité ce qui est vécu. Il y a un adage qui me parle dans ce sens qui dit c'est que l'on ne comprend pas par la sagesse, on le comprend par la souffrance en gros. À un moment donné, il y a une certaine sagesse qui vient. Sauf qu'avoir accédé à cette sagesse,
ça peut aussi passer par l'expérience, parce que la sagesse, c'est la connaissance. Quand on voit philosophia, c'est à la fois la science, la connaissance et la sagesse. Et Einstein avait cette phrase très belle aussi qui disait « La connaissance est même de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information ». Et toutes les informations sont intellectuelles, sont bien, sont comme des panneaux pour faire des expériences, mais au fil des expériences, on peut transmuter justement l'expérience pour s'en servir. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ouais. Alors l'autre aspect, c'est le processus de l'hypnose que vous proposez. On ne peut pas en avoir une idée. Comme je disais, donc on revient, on marche, il faut bouger. Voilà, alors, et comment on fait pour se mettre en état d'hypnose en bougeant? En fait, justement, c'est pas habituel pour le corps, surtout pour la personne qui vient consulter, de se mettre à bouger. Donc la transe est déjà induite souvent par le fait que la personne s'attend inconsciemment même à être allongée. Et que finalement, c'est l'idée qu'on se fait de l'hypnose en général, et que finalement elle se met à marcher. Elle a souvent le mental qui vient réfléchir, mais en même temps que le mental vient réfléchir, je vais avoir des mots. Et les mots sont vecteurs d'émotions, de mots MAUX et MOTS. Et MOTS. On a ces trois choses en langage des oiseaux. Et excusez-moi, qu'est-ce que c'est le langage des oiseaux? Le langage des oiseaux, c'est une approche très intéressante parce que pour moi, le langage de l'univers est un langage symbolique, donc numérique avec la numérologie, qu'on peut retrouver avec l'astrologie et qu'on peut retrouver donc dans différents symboles comme dans les prénoms. Et à partir de là, on retrouve de ce langage de l'univers dans les mots qui sont utilisés, quelle que soit la langue d'ailleurs. Donc il y a le sens des mots. C'est la sonorité. Même si c'est écrit pas de la même manière. C'est ça. C'est rapprochement. Et donc dans la sonorité, on peut peut faire poésie, d'une certaine manière. Mais vous avez remarqué par exemple que, pour faire la parenthèse là-dessus, quand on parle des poésies, que quelqu'un comme Nostradamus par exemple faisait des vers et des quatrains. Et donc on était justement sur de la poésie. Et le lien entre poésie et prophétie, il y a de vieilles légendes, même celtiques, comme la légende de Sweeney qui nous parle de ça. Le lien entre poésie et prophétie est toujours très important. Et donc ce langage, quelle que soit la langue, le langage et les sonorités et la façon dont on va pouvoir interpréter les mots sont très importantes parce que ce sont des émanations de l'inconscient aussi. Alors, par exemple, vous avez cité l'astrologie tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'astrologie fait partie de ce langage des oiseaux? En tout cas, ça vous parle, l'astrologie? L'astrologie fait partie des connaissances. Moi, ça me parle énormément parce qu'on peut, dans un thème astral, voir tous les programmes justement de l'inconscient de la personne, de ce que la personne vient porter et vient travailler et vient libérer. C'est pas exactement le langage des oiseaux, mais on peut l'intégrer dedans aussi parce qu'on peut intégrer tous les mots. Et l'astrologie est faite de mots, de signes, de maisons. Donc forcément, nous avons tout ça qui joue dans l'astrologie, bien sûr. Vous-même, vous avez une formation astrologique? J'ai une formation astrologique. Ah d'accord, oui. Et numérologique aussi. J'ai senti que c'était ça en arrière-plan. Nous, notre télévision est très axée sur l'astrologie, justement. Et c'est important que vous en parliez. Donc, finalement, il faut se mettre dans un état de transe et on y arrive en marchant, dans un mouvement. C'est un peu comme les derviches tourneurs, je sais pas. Oui, c'est le corps qui prend le dessus sur le mental. Oui. Donc à ce moment-là, le corps, en fait, je dis à la personne que les mémoires qui sont à l'intérieur de ces cellules, par rapport à une problématique donnée, la personne pense à son intention ou à sa problématique et marche. Elle ne pense qu'à ça. Et je lui dis qu'à chaque pas, elle se rapproche d'un événement important de ce qu'elle a à retrouver. Et donc à chaque pas, se rapprochant de cet événement, je l'invite à ressentir ce qu'il y a dans son corps. Et à ce moment-là, elle va ressentir dans le corps un certain nombre de choses. Et notamment, il va y avoir des émotions, il va y avoir des impressions fortes. Et je ne force pas la personne à voir. Mais souvent, on va remarquer que si une douleur est là, mais vous pouvez même faire l'expérience, si à un moment donné vous avez une douleur, eh bien vous ressentez la douleur et vous laissez remonter cette douleur en l'acceptant. Pas en prenant un Doliprane ou en allant magnétiser, mais en disant ok, cette douleur est là, je la laisse grandir. Pas en la subissant, mais en l'écoutant. Oui. Le mal a dit, en langage des oiseaux d'ailleurs, qu'est-ce que dit le mal? Et on laisse grandir le mal pour qu'il prenne toute sa place, pour qu'il dise tout ce qu'il a à dire. Il faut boire le vin jusqu'à la nuit. C'est ça. Et une fois que le mal s'est exprimé, qu'il a dit ce qu'il avait à dire,
ça vient se transformer en une émotion, parce qu'en général, la douleur, elle vient d'une émotion. C'est toujours le côté psychosomatique. Quand cette émotion s'est présentée, cette émotion vient raconter une histoire. Et le fait de savoir faire le discernement dans les différentes émotions que l'on vit, trouver l'histoire et la laisser venir ensuite en vision avec la remontée des souvenirs, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la libération, parce qu'on est justement dans ces 4 consciences, la conscience corporelle, la douleur, ou le mouvement, la conscience énergétique, parce que justement on est conscient de ce que l'on libère, et l'énergie est souvent dans la conscience. Alors, donc finalement, on peut imaginer un espace, donc il y a un espace, une salle, vous demandez à la personne de se mettre devant vous, et elle va marcher devant vous. La personne Au ralenti, marche devant moi, très lentement. À son rythme. Quelquefois, elle peut marcher vite, parce que même dans le rythme de la démarche, la mémoire se joue déjà. Le présupposé de départ, c'est que comme la mémoire cellulaire se vit à l'intérieur de nous, et bien dans la démarche, dans tout ce que l'on vit, et surtout quand on pense à une problématique en particulier, ça se vit en nous. Une personne qui aurait des TOC, on pourrait l'encourager à faire déjà les gestes de TOC qu'elle a, et en même temps, à un moment donné, ça devient l'inconscient qui remonte à la conscience. Et à partir de là, ce sont les mots que je donne, parce que c'est comme si je recevais, parce que j'ai une certaine médiumnité, vous l'aurez compris, c'est comme si je recevais, je sais pas, de la poésie ou des romans ou des choses comme ça, et les mots vont aller toucher juste le cœur de la personne. Je raconte des histoires, et les histoires vont résonner. C'est pas forcément l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais c'est des histoires qui résonnent pour que la personne ensuite puisse le vivre au fond d'elle et le laisser. Vous n'avez pas été tenté par exemple d'utiliser, comme font beaucoup de gens, des jeux de cartes particuliers avec des significations, vous faites tirer telle carte. J'ai en effet une belle collection de jeux de cartes par rapport à ça, et notamment le tarot des contes obscurs que j'ai commandé il y a quelques mois, et que je trouve très intéressant parce que c'est très émotionnel en fait. Une carte raconte une histoire. C'est un tarot, mais en même temps, donc en plus de la symbolique du tarot, on peut interpréter des histoires, des situations pour pouvoir aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Après, j'utilise les runes aussi. Voilà. J'ai pas vraiment besoin de. Alors les runes, c'est dans ce support. petit sac. C'est dans ce petit sac, oui. Montrez-les quand même. J'ai pas vraiment besoin de support en général, mais ça peut être quelque chose d'intéressant pour avoir confirmé quelque chose. Vous disiez bien que vous devez avoir un support quelconque. Donc on a les runes qui se jetaient d'ailleurs à l'époque, un peu comme je fais là, et on regardait donc à l'époque des druides, à l'époque celte, mais aussi chez les nordiques, et on regardait donc celles qui étaient retournées, la place qu'elles avaient. Il y avait de la géomancie avec, il y avait beaucoup de choses en même temps. Alors donc chaque rune a un symbole différent. Chaque rune a un symbole différent. Au départ, c'est un alphabet. Oui, voilà. C'est l'alphabet runique. Voilà. C'est un alphabet qui parle à travers le langage de la nature, donc à travers la récolte, la semence, le froid, la grêle, la glace qui va être une notion de temps, à travers le jour et la nuit. Et chaque lettre est liée chaque lettre est liée à quelque chose. Comme les lettres hébraïques. Et à partir de là, donc, dans cet alphabet-là, on va pouvoir piocher une lettre au hasard. Oui. Par exemple, celle-là représente le cheval, et ça va pouvoir nous parler donc de mouvement, de déménagement, de voyage, plus de voyage que de déménagement d'ailleurs. Mais on va avoir toujours quelque chose qu'on va pouvoir interpréter de façon beaucoup plus globale et de façon aussi personnelle. Donc vous, chacune de ces runes, ça vous parle, ça vous renvoie chacune de ces runes me parle. Et après, c'est comme chaque mot a plusieurs définitions dans le dictionnaire. Oui, quand même, oui. Et quand on parle un langage, parce que la médiumnité ou la voyance passe aussi par des langages, quand on parle un langage, il y a la question de l'interprétation. Et on est souvent, quand on apprend une langue étrangère, confronté à ce mot-là, quelle est la définition que je prends. Et l'intuition ou la médiumnité, c'est aussi savoir à un moment donné, quand on fait de la cartomancie ou des runes, parmi toutes les définitions possibles, c'est celle-là qui se présente. C'est une intuition qui est plus forte et qui donne un sens ensuite à un tirage. Alors vous avez été formé comment alors finalement, Gaël Roé? Comment j'ai été formé? Je veux dire, d'où vous sortez tout cela? Est-ce que c'est vous de vous? J'avais certaines capacités dans mon enfance que j'ai occultées probablement à l'adolescence, quand j'ai commencé à percevoir que ma mère allait décéder, ce qui s'est passé quand j'ai eu 21 ans. Et il m'a fallu des années avant de... Surtout que j'avais une éducation très cartésienne et très terre à terre. Et il a fallu donc il y a 6 ans à peu près de cela que je sois confronté à des phénomènes que je ne savais pas expliquer, des phénomènes qui venaient de moi, entre autres, et des phénomènes extérieurs également.
Et confronté à ces phénomènes, je cherche à les comprendre parce que j'avais cet esprit scientifique et cette démarche scientifique de me dire que je pars du phénomène, plus en phénoménologie, pour essayer de comprendre et de trouver des hypothèses qui permettent de mieux comprendre le phénomène, tout en sachant que ce n'est pas forcément la vérité, mais que plus on voit que ça fonctionne, plus on se rapproche en validant. En tout cas, vous partez d'une réalité. Je pars d'une réalité. Et puis après, vous essayez de la comprendre. C'est ça. Et j'ai fait ça, donc j'ai beaucoup lu. Je me suis intéressé à beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de thérapeutes et beaucoup de médiums. Et ce qui se passait, c'est que beaucoup de médiums me disaient que j'étais médium et thérapeute avant même que je le sache. Et j'essayais de comprendre ce qu'ils voulaient dire, tout en moi étant dans l'enseignement de la musique à cette époque-là, et dans un master d'anglais, donc forcément, j'étais pas du tout dans cette branche-là. Et c'est tout un cheminement qui s'est fait comme ça, parce que je ne voyais pas médium, je ne voyais pas thérapeute, et forcément, j'essayais de comprendre ce que ça voulait dire qu'être médium et qu'être thérapeute. Et donc je me suis intéressé à la voyance, aux différents outils, à la symbolique. J'essayais de comprendre parce que c'était quand même des choses qui étaient en moi aussi et que j'avais besoin d'apprivoiser. À partir de là, j'ai fait une formation à la relation d'aide. Ah, quand même. Et j'ai fait aussi, avant ça, j'ai fait mon mémoire de master sur l'impact des sons sur le corps, parce que j'enseignais la musique. Oui. Donc l'impact des sons sur le corps, Justement, j'allais vous demander si implicite. vous utilisez la musique dans votre travail. Et il m'arrive de chanter d'ailleurs, parce que la musique a une force. C'est quelque chose qui est utilisé d'ailleurs dans la biorésonance. Ouais. Mais le fait de chanter entre la mélodie et les paroles qui vont avoir un sens et qui vont porter une intention, je ne suis pas religieux et dans ce sens, je préfère la chanson à la prière. C'est ma façon à moi de prier. La chanson, c'est. Alors quand vous chantez, vous chantez quoi? Des choses qui vous viennent de vous? Des chansons connues Alors, c'est soit des chansons que je connais déjà, soit une fois, il m'est arrivé de recevoir une chanson de Céline Dion que j'avais déjà entendue à la radio sans connaître les paroles. Et je recevais toutes les paroles. Et ça, parce qu'en fait, c'est ce qui va toucher la personne en fait, par rapport à la situation qui est vécue. Donc parfois, vous faites de la médiumnité qui s'exprime par le chant. Qui s'exprime par le chant, ça arrive. Ça peut arriver. Et ça va justement jouer dans la transhypnotique parce que forcément, la musique, la mélodie, et de toute manière... Alors par exemple, sur ce salon, quel genre d'expérience vous proposez aux gens qui viennent vous voir? Sur ce salon, je propose deux types de séances sur place. Il y a une séance plus de diagnostic, c'est-à-dire une séance où la personne va avoir une problématique particulière, va avoir un questionnement sur un domaine de sa vie, et à ce moment-là, je vais plus me connecter à elle et faire une forme de voyance pour pouvoir l'aider à voir ce qu'il y a de mieux pour elle à réaliser par rapport à son identité profonde. Parce que quand on parle de voyance, pour moi, il y a deux forces qui jouent dans la voyance, la force de la fatalité et la force du destin. Et le libre arbitre, on l'a toujours là-dedans. Mais la force de la fatalité, c'est notre caractère. C'est lié à notre karma, c'est lié à tous ces traumatismes en fait, qui demandent à être libérés. Et la force du destin, c'est cette bougie qui est au fond de nous et qui, une fois qu'on a libéré tout ça, a sa propre vibration, sa propre chanson, sa propre identité en fait, et qui fait notre véritable identité. Et une identité, c'est pas un boulot, notre identité, ce n'est pas quoi que ce soit qu'on peut vouloir faire dans la vie, c'est pas le faire, c'est le être. Et donc en faisant par exemple un même travail, on peut se positionner différemment selon notre être intérieur. Et après, si on a peur d'être ce que l'on est, on arrive dans la fatalité qui fait qu'on s'éloigne de soi et qu'on va s'attirer sûrement justement des problèmes, quels qu'ils soient. Et pour moi, le futur et la vie d'ailleurs en général sont les deux forces en fait qui pour moi jouent là-dedans. Donc il y a à la fois des programmes qui font partie de notre trajectoire et d'autres choses qui sont venues polluer un peu notre activité. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une pollution? Donc finalement, tout ce qui nous arrive, ça doit arriver. Ce n'est pas des choses qui nous sont étrangères. Parce qu'on peut transformer les choses aussi pour éviter que ça nous arrive. Ah oui. C'est justement l'objectif de mon travail, d'aider les personnes à ne pas être dans justement dans ces répétitions, dans ces schémas répétitifs et de libérer justement les schémas répétitifs. C'est l'objectif. Il faut digérer tout ce qui nous arrive. Il faut l'intégrer. C'est ça. Il faut se l'approprier. Voilà, il faut savoir en fait transformer. Vous savez, il y a un superbe livre d'ailleurs pour les personnes qui peuvent être intéressées par ça, qui a été écrit par Marie-Lise Labonté, qui s'appelle Le déclic, transformer la douleur qui détruit en douleur qui guérit. Pour moi, la douleur, justement, a ce potentiel à la fois destructeur et guérisseur. Ça dépend de comment est-ce qu'on la voit et comment est-ce qu'on la vit.
Mais on doit peut-être d'abord passer par le potentiel destructeur, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour pouvoir comprendre à partir de cette expérience tout le potentiel guérisseur, pour pouvoir devenir plus fort et pour pouvoir justement se prémunir. Oui. C'est le principe du vaccin. Après, c'est pas forcément mon truc, les vaccins dans ce sens-là, mais ça c'est une autre question. Mais le principe tel qu'il est présenté se rapproche un peu de ça. Vous avez choisi ce dessin, pourquoi Alors, ça c'est une... J'avais eu cette vision-là au moment de faire mon logo et je voyais pas trop d'où ça venait. Et un jour j'ai vu un film de Disney et j'ai dit mais c'est le dé de Disney en fait que je vois. Un G de Gaël, donc retourné. Ouais. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est le côté un peu fantastique, merveilleux des histoires, des contes. Il y a un petit personnage là, oui, une chouette. Alors l'oiseau bleu, il est venu beaucoup dans mes inspirations et notamment dans mes rêves. J'ai fait beaucoup de rêves avec l'oiseau bleu. Une sorte de conte de 17e siècle. Et à partir de là, j'avais même écrit des poèmes et des chansons à l'époque où j'écrivais beaucoup de chansons avec cet oiseau bleu. Oui. Et donc je l'ai mis donc, sur cette carte aussi, qui le figure. Écoutez, je vous remercie Gaël, avec grand plaisir. Cet entretien.